Du fond du désert, Marou, le dingo noir, était venu à la rencontre de Kira. Celle-ci avait aussitôt accepté sa domination, comme l'avait fait la meute, déjà soumise. Seul Kintala, le jeune mâle du groupe, menaçait la suprématie du nouveau venu. Il fallait sans attendre le mettre au pas. Yam, le jeune kangourou mal sevré, refusait toujours de devenir adulte. Il était parvenu à téter sa sœur, Cartania, sous les yeux même de son petit, Pogo. Piétiné, bousculé, malmené, un jeune dromadaire nommé Wanga découvrait que la vie n'est pas si douce quand on fait partie d'une horde. Tout cela, Paraji le projetait sur le dôme du rêve, car il en est ainsi. Nous entrons dans la vie quand notre rêve commence. Des dingos, épuisés par la chaleur en cette saison où elle monte au-delà de 40 degrés, sont affalés sous un peu d'ombre maigre. L'humidité, si éphémère dans le désert, rend cette température encore plus insupportable. La pesanteur en semble augmenter. Tout est lourd, même l'air brûlant qui presse la peau et la rend aussi inconfortable qu'un vêtement d'emprunt. Marty, fils de Kira, femelle dominante de la meute, tente de reprendre son souffle et ne le retrouve pas. Près de lui se tiennent Kuiri, sa sœur, et Kira, elle-même, leur mère. Marou, le grand mâle noir et feu, ne cesse de se jeter à l'eau pour garder la force de revenir, inlassablement, marquer le territoire qu'il vient de conquérir. Une marque visuelle obtenue en raclant le sol, à l'aide des pattes arrière, complète l'odeur de son urine. Souvent, Marou se roule sur le sol, comme pour l'imprégner de son odeur, comme pour y laisser les sécrétions de ses glandes anales, ou un peu de cette graisse que d'autres glandes, situées entre les doigts, ont dispersée sur son corps. Kintala, qui aurait eu le droit de revendiquer le pouvoir, regarde cet étranger s'approprier son bien et venir lui jeter des menaces à l'oreille. Kintala demeure passif et silencieux en signe de soumission devant le reste de la meute terrifiée. Il n'a pas plus d'orgueil désormais que le pauvre Marty, réduit à la plus totale servilité et dont le front porte encore la blessure infligée naguère par Marou. Malgré l'épaisseur de leur laine, qui fait office d'isolant thermique, les dromadaires s'entassent littéralement sur le moindre mètre carré abrité du soleil. Cependant, la faim les oblige parfois à quitter l'ombre pour se mettre en quête de nourriture. Le dromadaire est doté d'une bouche aux muqueuses presque cornées, qui peut recevoir sans dommage les végétaux épineux, pointus ou coupants, dont l'animal aime se nourrir. Les nourritures qu'il préfère sont généralement celles, sèches, salées et amères, que dédaignent les autres herbivores. Il va les cueillir là où elles se trouvent, et sa stature lui permet de tondre même la cime des arbres.
Wanga, le jeune dromadaire, aimerait, comme ses aînés, pouvoir élaguer les ramures. Mais sa taille le lui interdit et ses congénères ne le laissent même pas jouer avec les chutes qu'ils ont ratiboisées. Wanga les regarde avec envie dans l'espoir de pouvoir les imiter. Comme les bovins, et bien que leur système digestif ait évolué indépendamment, les dromadaires sont des ruminants. Cela signifie que la nourriture est envoyée dans l'estomac sans avoir été complètement mâchée. Un peu plus tard, elle remontera par l'œsophage jusqu'à la bouche, où elle sera de nouveau mastiquée. L'estomac est composé de 4 parties différentes et permet une dégradation de la cellulose et donc des aliments les plus fibreux. À défaut de pouvoir lui-même atteindre ces branches trop hautes, Wanga devra se contenter de picorer au sol les reliefs dont les autres n'ont pas voulu et ceux qui tombent de leur bouche. Au nord de l'Australie, dans une région de mangroves, de marécages et d'estuaires, vivait Yaquet, un petit sanglier d'Eurasie aventureux. Lurette, cet aigle qui planait au-dessus de lui, ne l'impressionnait pas. N'était-il pas l'un de ces animaux qu'on surnomme Razorback, en raison de leur dos si fort qu'ils pourraient, dit-on, fendre en deux un jeune buffle. Sur la berge aujourd'hui, un puissant Razorback est mort. Un crocodile d'estuaire, Bulla, veille sa dépouille. Yaquet, qui n'a encore jamais approché la mort, rôde près de là, inconscient qu'aujourd'hui, la vieillesse a tué l'un des siens. Bulla monte toujours la garde, mais le festin qui l'attend est si beau que son immobilité en paraît presque suspecte. Derrière un rideau vert se dissimule Ken, le plus terrible des dragons de l'estuaire. Ken s'avance vers la carcasse. Il mesure probablement plus de 7 mètres et pèse au moins 800 kilos. Ken n'est pas affamé au point de s'acharner à tirer vers l'eau l'énorme Razorback. Il repart, abandonnant la proie. Sa force pourtant lui aurait permis de s'en emparer. Les crocodiles d'estuaire, aussi appelés crocodiles indo-pacifiques, sont les plus grands et les plus forts du monde. Ken s'étant retiré derrière son paravent végétal, Bulla se sent autorisé à tenter sa chance. Plus nerveux et moins repu peut-être, Bulla est parvenu à déplacer la carcasse. Pourtant, il se retire aussitôt sans raison apparente. Une menace pèse sur lui. Un danger qui vient de sa droite et qui s'appelle Ken. Un regard de Ken a suffi pour que Bulla, prenant peur, cède la place au plus grand mâle de l'estuaire.
présent qu'un autre a fait glisser le fardeau vers les eaux, Ken vient en quelque sorte en prendre livraison. Sans doute n'a-t-il pas très faim, mais il lui importe avant tout de marquer chaque fois que l'occasion s'en présente sa supériorité. Il n'y a pas chez les crocodiles d'estuaire de prééminence qu'il ne faille sans cesse confirmer et reconquérir. Aujourd'hui, le cadavre du Razorback n'est entre les crocs de Ken qu'un moyen pour celui-ci de proclamer sa propre puissance. Pour Kira et Maru, le temps est venu de célébrer la bonté du désert, qui a voulu leur offrir de l'eau pour se rafraîchir et pour jouer, de jeunes chiots pour former une meute docile, et un désir synchronisé pour assurer leur descendance. Ce synchronisme, les dingos s'en assurent en reniflant les odeurs, les phéromones que libèrent les glandes anales de leurs partenaires. Un hasard a conduit Maru vers Kira. Un autre hasard les disjoindra bientôt, car telle est la coutume de leur espèce. Les couples, comme les meutes, se forment au gré des circonstances. Rien ne dure, rien ne brave l'éternité, si ce n'est le grand roc taillé pour insulter le temps. Sur Kangaroo Island, au sud du continent, un jeune kangourou gris nommé Yam a fini par détruire sa famille. Il ne voulait pas grandir, exigeait le lait maternel alors qu'il aurait dû manger des herbes, et n'acceptait pas que sa mère, Burka, prenne soin d'un autre petit que lui. Il ne reste à Yam que sa sœur Cartania qu'il tente de rejoindre et qui semble le fuir. Yam a obtenu d'elle plusieurs fois qu'elle le laisse téter sa mamelle. Aujourd'hui, il réclame ce qu'il croit être son dû. Pogo, le fils de Cartania, ne supporte plus cette situation. Sa mère l'a déjà trop souvent délaissé au profit de prétendants trop zélés. Il interpelle Yam. En guise de réponse, celui-ci revient vers Cartania et sollicite un peu de lait. Cartania s'écarte, comme si elle avait compris les reproches de son fils. Yam l'accompagne. Il se prépare à insister. Pogo observe sa mère et commence à s'énerver. Yam ne comprend pas bien pourquoi aujourd'hui sa sœur montre si peu d'empressement à satisfaire ses caprices. Yam ne renonce pas. Il veut encore ressentir à la mamelle de Cartania le bonheur de se prendre pour un bébé. Sa sœur ne veut pas lui céder et continue son chemin vers un buisson où se cache de timides wallabies.
Ken, le crocodile, n'a pas voulu entamer son repas. En attendant que l'appétit revienne, il fera glisser comme une barge au fil de l'eau l'énorme carcasse du razorback vers le recoin d'estuaire où il aime dévorer ses proies. La charogne pèse environ 200 kilos. Pourtant, Ken n'aura aucun mal à la transporter sur une distance d'1 kilomètre. Une oie semi-palmée regarde passer l'étrange convoi. Il ne lui déplaît pas que le crocodile géant accumule des provisions, lesquelles le dispenseront peut-être de s'en prendre à elle, un jour prochain. Ken est arrivé au bout de sa route. C'est là, espère-t-il, à l'abri de tout regard et de toute convoitise, qu'il conservera son trésor avant d'y planter ses crocs. Depuis plusieurs semaines, la horde d'Artway séjourne au même endroit. En cette saison, la savane est trop vigoureuse pour qu'ils aient pu la dévaster si vite, mais les dromadaires ressentiront bientôt l'appel de leur instinct. Ils sont nomades. Aucun pâturage, aucune oasis ne les retiendra de se lever et de repartir, comme ceux de leur race l'ont fait depuis toujours. Un peu d'énervement parmi ses subordonnés oblige Artway, le chef, à précipiter le moment du départ. Sa bosse rousse, grosse de plus de 40 kilos de graisse accumulée depuis le début de la saison humide, dépasse en taille celle de tous ses congénères. La démarche du dromadaire est caractéristique. À chaque temps de la marche, les 2 pieds situés du même côté touchent le sol. Les 2 pieds droits, puis les 2 pieds gauches, et ainsi de suite. Quand l'animal accélère, les 2 jambes d'un même côté sont soulevées simultanément. On appelle amble cette allure particulière. Artway prend son temps. Mettre en route un troupeau après une si longue halte est une opération difficile. Il faut d'abord tourner lentement autour de la horde pour déclencher un réflexe d'imitation, grâce auquel tous les individus, les uns après les autres, se lèveront et ressentiront un besoin de marcher. Les yeux et les narines d'Artway peuvent se réduire à une simple fente s'il faut se protéger d'une tempête de sable. Les dromadaires sont équipés pour traverser le désert, quelle qu'en soit la difficulté. La horde est composée du harem d'Artway, de ses fils et de quelques jeunes âgés de moins de 5 ans. Artway tolère également la présence de quelques mâles adultes, à condition qu'ils se comportent en eunuques. Ils doivent ne menacer en rien la cohésion du troupeau, ne revendiquer aucune femelle et contribuer au maintien de l'ordre. Après avoir pressé le pas d'un retardataire, Artway doit encore stimuler quelques traînards qui peinent à comprendre que ce n'est pas l'heure de brouter, mais celle de voyager.
Artway marche avec le troupeau. Il doit à présent insensiblement imposer un rythme. En effet, une horde de dromadaires se déplace toujours à une allure constante, sans accélération ni ralentissement, et tous les individus doivent battre la même mesure. La horde s'éloigne vers une autre savane, vers un autre désert, en tout point semblable à ceux qu'elle vient de quitter. Tel est le destin des dromadaires depuis que leurs ancêtres sont arrivés sur le dernier continent. Ne s'attacher jamais à aucune terre et partir. Toujours. Tapi dans sa retraite d'algues, de nénuphars et de plantes aquaphiles, un ogre, cuirassé d'écailles, va surgir des eaux glauques. Ken, le crocodile, se prépare à désarticuler la carcasse du razorback. Tandis que Ken démantibule la charogne, seuls quelques oies semi-palmées et une troupe de dendrogynes, Dayton, ont vu arriver un convive que nul n'avait invité. Bula a remonté l'estuaire dans le sillage de Ken et attend l'instant où peut-être ce dernier laissera sa proie sans surveillance. Afin de se tenir prêt à toute éventualité, Bula se glisse derrière Ken et va se poster à proximité immédiate. Ken s'efforce de réduire en morceaux consommables la carcasse encore trop grande. Les crocodiles accomplissent cette tâche en secouant violemment leur proie. En effet, leurs dents, en forme de cône, ne peuvent découper la viande comme le feraient des incisives. Bula, qui attendait patiemment, voit bientôt Ken se désintéresser de la carcasse. Son heure est venue. Ken n'a rien perdu du manège de son rival. Animal dominant, il ne peut accepter qu'un usurpateur s'octroie le butin. Ce n'est pas une question d'appétit, mais de pouvoir. Bula se fait discret. Rien ne laisse deviner son corps, dissimulé sous un radeau de feuillage. Mais on n'abuse pas ainsi le roi de l'estuaire. Après une brève lutte, la hiérarchie reprend ses droits. Bula s'enfuit et Ken récupère sa carcasse. Marou est parti vivre une autre vie. C'était un matin comme un autre. Le grand mâle s'est réveillé en entendant l'appel de son instinct. Celui-ci disait qu'il fallait demeurer nomade, errant, comme les premiers dingos qui reprirent leur liberté, voici 4000 ans, sur un nouveau continent où les avaient emmenés
les navires des hommes. Alors, Maharu a abandonné là-bas, quelque part dans la savane, Kira et le reste de la meute. Son destin n'était pas de rester avec eux, mais il leur a laissé quelque chose de lui, un germe de vie dans le ventre de Kira. Maharu sait que de l'autre côté de ce roc, il laisse une partie de son existence, mais peu importe, le rocher sera toujours là, quelles que soient les nouvelles savanes qu'il faudra conquérir. Sur l'île des Kangourous, pour la première fois, Cartagna refuse de se laisser faire et entend d'abord le faire comprendre à son frère, Yam. Les autres ont trop souvent abusé de Cartagna, mais sa révolte touche le plus faible d'entre eux, le pitoyable Yam. Yam ne parvenait pas à franchir le cap qui sépare l'enfance de l'âge adulte. Il se retrouve maintenant que sa sœur l'a chassé, ainsi que l'avait déjà fait Burka, sa mère, seul et exilé. Il doit à présent se réfugier sur les berges de la grande île qu'il a vue naître et où il aurait voulu que sa jeunesse ne s'achevât jamais. De l'autre côté du continent, au nord, les crocodiles Ken et Bula ont déserté la carcasse du Razorback, sur laquelle ils ont prélevé assez de viande pour n'avoir pas à chasser pendant quelques jours. Les déchets qu'ils ont laissés flotter, qui jonchent la surface des eaux, ont attiré en grand nombre les balbuzards pêcheurs. La technique de pêche des balbuzards est imparable. Les oiseaux apparentés aux faucons se précipitent vers l'eau toutes serres en avant. Ils agrippent une proie à laquelle s'accrochent souvent des herbes. C'est en plein vol qu'ils nettoient leur nourriture et rejettent les déchets. Yaquet, le jeune Razorback épris d'aventure, erre, ainsi qu'il en a l'habitude, assez loin de sa harde. Ses pas l'ont conduit près du marais où ne subsiste plus de son aîné qu'une charogne, dans laquelle chacun voudrait plonger un bec, une serre ou un croc. Maintenant que Ken et Bula sont allés vider leur querelle ailleurs, les jeunes crocodiles sont autorisés à nettoyer le terrain et à consommer des viscères que les géants n'ont pas voulu.
Au pied du mont Artula, la meute semble à la fois désemparée et soulagée. Marou, le mâle dominant, n'est plus là pour rendre le groupe homogène, ni pour le protéger, mais du moins ne fait-il plus régner la terreur. Quiri, la fille de Kira, reprend ses jeux d'antan. Kintala éprouve un immense soulagement à se retrouver enfin sans maître ni tyran. Il a l'âge lui aussi de dominer le monde, de posséder des femelles et de diriger une meute. Kintala, à l'abri d'un buisson, verra bientôt s'éloigner le seul obstacle qui aurait pu s'opposer à ses ambitions. Kira, qui a régné sans partage jusqu'à l'arrivée de Marou et qui ne supportait plus sa solitude depuis son départ, a décidé de s'en aller elle aussi. Kintala n'en revient pas de ne trouver en travers de son chemin ni le diable noir qui l'a si souvent persécuté, ni la grande femelle dorée qui, un jour d'enfance, entra dans sa vie et dans celle de son père comme un boomerang fracasse une branche. Quiri, la petite femelle, cherche partout l'odeur de sa mère. Quiri ne reverra jamais sa mère. Aucune piste ne la guidera vers son ancienne famille. L'enfance ne sera plus qu'un souvenir, pour elle comme pour Kintala, qui se prépare déjà sur la terre de son père à des combats d'adultes. Marou est parti un jour vers la montagne couronnée d'écarlate. Alors que beaucoup de dingos demeurent toute leur vie dans leur région de naissance, certains, en particulier des mâles dans la force de l'âge, préfèrent se disperser et vagabonder dans le bush. On a ainsi vu des dingos parcourir plus de 250 km en quelques mois. En chemin, Marou prend soin de marquer les terres qu'il traverse, non pas pour en revendiquer la propriété, mais pour signaler son rang, son sexe et le chemin qu'il aura emprunté à des vassaux éventuels. Enfin, il parvient au sommet du roc et contemple d'en haut la mosaïque de territoire que forme la savane infinie. Kira veut à tout prix retrouver Marou. Heureusement pour elle, il a laissé derrière lui de nombreux signaux chimiques et visuels. Urine, excréments ou zones de terre, ratissées à coups de pattes arrière. La longue marche de Kira ne fait que commencer. Elle durera des heures. Les pattes brûlées par le sable incandescent, assoiffé, le souffle court, Kira parvient enfin à la montagne. Il lui reste à en gravir les pentes escarpées dans l'espoir peut-être illusoire de retrouver Marou. Kira est enfin arrivée au sommet. Elle y retrouvera Marou. Ils pourront ensemble dominer l'immense plaine devenue au fil du temps si hostile à leur race qui s'éteint. Dans quelques années, les dingos auront disparu. Certains auront été massacrés par les éleveurs qui les accusent de détruire leur bétail, mais la plupart auront succombé à une mort insidieuse, à force d'hybridation
avec les chiens des hommes, la race sera affadie, diluée, évanouie. Kira se faufile à travers les herbes et les buissons que le soir enflamme. Elle est revenue du roc sacré, avant que tombe la nuit. Derrière elle se glisse une ombre. Marou sera son compagnon pour quelques mois encore. Un nouveau territoire, une nouvelle vie, une nouvelle meute les attendent quelque part, au bout de cet horizon où rôdent encore, maudits, diffamés et condamnés, les derniers dingos du monde. Un nouvel horizon se déploiera aussi sous les yeux de Yam, que sa famille a rejeté. Yam devra apprendre sur les rivages de son île que la vie ne permet pas aux jeunes kangourous attardés de vivre leur rêve d'une enfance éternelle. Yam, un kangourou gris du sud, est adapté à la vie en milieu côtier. Il peut se nourrir d'algues et d'herbes rêches et boire un peu d'eau de mer. Cependant, l'exil lui sera pénible. Mais un jour, il repartira à la conquête des bosquets, où il rejoindra un groupe déjà constitué en attendant de devenir définitivement, irrémédiablement, adulte. Au pied du mont sacré que les profanes appellent mont Connor et que les hommes vrais, c'est-à-dire les aborigènes, nomment mont Artula, vécut jadis un dingo nommé Paraji. Un jour d'épuisement à la saison sèche, Paraji eut l'impression que son rêve cessait et avec lui, sa vie. Ce n'était qu'un cauchemar. Aujourd'hui, Paraji est de retour parmi les siens et son rêve continue. Le rêve de Paraji n'a fait que changer d'enveloppe et d'apparence. Désormais, il s'appelle Kintala. Kintala entreprend de marquer méthodiquement le territoire qui fut celui de son père et sur lequel, à présent, aucun autre dingo ne régnera aussi longtemps que lui, héritier de Paraji, sera vivant, vaillant et fort. Kuiri, la fille de Kira, et son frère Marty feront partie de la meute de Kintala, à laquelle s'ajouteront, au gré des rencontres et des errances, d'autres dingos venus d'ailleurs, loups ou chiens, selon le cas. Leur sang régénérera le groupe,
ou le détruira par la seule force de la bâtardise. Pour Quintala, la dégénérescence de sa race ne signifie rien. Il ne voit que le roc, bloc titanesque surgi du centre de la Terre et rescapé de tous les temps pour veiller sur les dingos du dernier continent. Partout dans ce pays que les hommes vrais appellent Dreamtime, le temps du rêve, de modestes créatures sont à l'œuvre. Elles peuplent les buissons et les branchages des arbres. Elles se faufilent entre les herbes, bâtissent des cités ou vivent dans les profondeurs de la terre. On trouve en Australie plus d'espèces de fourmis que sur n'importe quel autre continent. 1200 d'entre elles ont été formellement identifiées, mais il en reste 3 fois plus à répertorier. Les plus extraordinaires fourmis d'Australie vivent sous terre, dans les régions les plus arides du pays. Dans leur nid, on trouve des chambres, au plafond desquelles sont suspendus, comme des outres, des individus à l'abdomen gonflé d'un miel dont, quand il le faut, leur bouche régurgite une goutte. Une colonie de fourmis à miel se compose notamment de fourmis réservoirs et d'ouvrières. Ces dernières recueillent dans la nature le nectar des fleurs et les sécrétions que produisent des insectes tels que les cigales, criquets ou pucerons. Puis elles nourrissent des individus choisis parmi elles. Ces derniers, à force d'être ainsi gavés, deviennent des fourmis réservoirs. Leur ventre est plein d'une gelée dont le goût et les propriétés nutritives sont semblables à ceux du miel et la consistance plus liquide que la sienne. Lorsque les temps deviendront durs, on compensera la disette en puisant dans les réserves que contiennent les fourmis réservoirs. La survie collective sera ainsi assurée, en dépit des difficultés. Une colonie de fourmis à miel peut abriter plus de 4000 individus, dont environ 1500 fourmis réservoirs. La citadelle, creusée à une profondeur qui peut varier de 20 cm à près de 2 mètres, est composée de plus de 60 chambres. L'activité ne cesse jamais. Il faut collecter la matière première destinée à la fabrication du miel, nourrir les fourmis réservoirs, entretenir la fourmilière, prendre soin des reines et de la reproduction, protéger la communauté. Mais pour les aborigènes, la fourmi à miel accomplit une tâche bien plus importante. L'inactivité des fourmis réservoirs n'est qu'apparente. En réalité, chacune d'elles rêve. Et ce rêve est un travail sans lequel le monde n'existerait pas. Les rocs sacrés surgis du cœur de la terre, la savane, le désert, les dingos valeureux, les kangourous qui ne voudraient pas grandir, les chevaux blessés ou les dromadaires solitaires, rien n'existe en dehors du rêve de la fourmi à miel. Telle est la foi des hommes vrais.
autre vie, et la fourmi à miel rêve le monde. La mort est donc un éveil entre deux existences. Et si elle cessait de rêver, les fourmis à miel provoqueraient l'apocalypse. L'insecte d'or se gorge d'images, de sensations ou de couleurs, et en fait une réserve dans laquelle chacun pourra venir puiser, au creux de sa bouche, une goutte de cette liqueur qui donne l'illusion de vivre. Ils s'achèveront un jour, les rêves de Paraji, Kira, Yam, Marali ou Kakira. Ce jour-là, le mirage que nous appelons monde paraîtra plus terne qu'avant. Mais aussitôt, d'autres songes empliront la conscience de la fourmi sacrée.